Alors, chers participants, juste après cette session inaugurale, nous allons ouvrir officiellement la journée avec les échanges de cette journée. Je tiens déjà à vous rappeler que nous aurons plusieurs sessions au cours de la journée qui sera ponctuée aussi par certaines pauses pour vous permettre de réseauter, d'échanger et ainsi de pouvoir continuer les discussions. Nous allons ouvrir la première session qui sera une session en plénière comme Monsieur Toto le présentait tantôt. Nous aurons donc la première session qui portera sur les défis et les opportunités pour construire une culture de politique et de pratique fondée sur des données probantes dans un contexte de changement socio-politique. Et cette session sera animée par Monsieur Flaubert Mbiekop, qu'on va recevoir sous des ovations bien nourries pendant qu'il nous rejoint ici. Super, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me nomme Flaubert Mbiekop, spécialiste principal de programme au Centre de recherche pour le développement international. Je suis basé à Dakar, où nous avons nos bureaux pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, la session de ce matin, comment nous allons la conduire? Nous ne venons pas avec des solutions, ainsi que l'a dit Madame la représentante de l'ambassade du Canada. Nous aimerions que vous offriez des solutions. Donc, l'approche que nous allons utiliser, c'est de partir d'une expérience pratique avec l'initiative prospective agricole et rurale, IPAR, ici représentée par Babaka, c'est ça? Amadou, je t'en prie. Donc, Amadou, de IPAR Sénégal, qui va partager avec nous l'expérience qu'ils ont en tant que think tank, qui depuis pratiquement une quinzaine d'années est impliqué dans tout ce qui est recherche agricole, mais aussi économique, accompagnement des politiques agricoles au Sénégal, accompagnement des acteurs impliqués dans, en particulier, le secteur agricole. Et donc, sur la base de leur expérience, ils ont vu pas mal de changements de gouvernement au Sénégal. Et donc, c'est sur la base de cette expérience que nous aimerions ouvrir les échanges. L'enjeu tel que décrit dans la note conceptuelle, nous sommes dans des contextes où globalement, nous avons deux catégories de pays. Nous avons des pays où l'expérience démocratique est bien ancrée. On observe des élections régulières avec, n'est-ce pas, des nouveaux leaders qui viennent aux affaires. Et nous avons d'autres pays où ce changement se fait de façon plus ou moins forcée. Mais toujours est-il qu'il y a un changement de leadership. Et donc, du point de vue de l'utilisation de données probantes dans la prise de décision, la question qui se pose est celle de la pérennité des mécanismes qui pourraient être mis en place. En d'autres termes, si nous avons un ministre qui est déjà convaincu de la valeur de l'évidence pour la prise de décision, il est facile pour ce ministre de mettre en place des mécanismes tels que toute note qui lui parvient s'appuie sur des données probantes. Mais que se passe-t-il lorsque ce ministre s'en va? Que se passe-t-il si c'est le chef de l'État qui était convaincu et pour une raison ou une autre, il vient à s'en aller? Est-ce que cette pratique qu'il a mise en place va demeurer? Ou alors il faudra à chaque fois recommencer pour convaincre ceux qui arrivent aux affaires qu'il est important de s'appuyer sur des données probantes? Donc, l'enjeu de la discussion de ce matin, en s'appuyant sur l'expérience de IPAR, c'est d'essayer de nous mettre d'accord sur comment est-ce qu'on pourrait amener nos États, nos responsables de politique publique, à mettre en place des mécanismes qui
perdureraient, donc qui resteraient en place, même si ceux qui les ont initiés ne sont plus là, pour une raison ou une autre. Donc la question, ce sera comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Je voudrais, pour commencer, me tourner vers mon cher ami Amadou, qui, comme moi, est basé à Dakar, pour qu'il partage un peu avec nous leur expérience jusqu'ici, comment ça s'est passé, quel genre de défis ils rencontrent lorsqu'ils essayent d'interagir avec, avec les responsables politiques publics. Ce que nous avons observé depuis pratiquement 15 ans que nous collaborons avec IPAR, nous avons eu plusieurs projets, y compris des projets actifs ensemble. Et souvent, ce qu'ils nous disent, c'est « Ah, mais vous savez, c'est pas évident. » Parce que le travail de plaidoyer que nous avons commencé sous l'administration précédente, nous sommes obligés de recommencer à zéro, maintenant qu'il y a de nouveaux responsables. Et du coup, avant la fin du projet que nous avons ensemble, il nous est difficile de vous démontrer que les résultats que nous avons obtenus, les analyses que nous avons conduites, ont servi à quelque chose. Parce que ceux avec qui nous avons commencé à travailler ne sont plus là. Donc, j'aimerais, Amadou, que tu partages avec nous cette expérience que vous avez accumulée au cours de toutes ces années, et puis quels premiers enseignements vous pouvez en tirer à ce stade-ci. Merci, monsieur le modérateur. Peut-être pour être prudent, je vais essayer de prendre la posture que vous avez eue au début. Je vais partir des questionnements et attendre des réponses de l'audience. Mais tout en partageant aussi peut-être notre expérience, comment nous avons ou nous naviguons dans ce processus que tout le monde reconnaît aujourd'hui, qui n'est pas un processus facile. Et je pense qu'on l'a plus ou moins démontré lors de notre première réunion au niveau du programme LIPS. Je vais juste commencer peut-être par énumérer les quelques mots-clés au niveau de cette session-là. On parle de défis et opportunités, mais j'ai souligné culture politique et pratique politique. Lorsqu'on parle de culture politique, on fait référence à des valeurs. Lorsqu'on parle de pratique politique, on est sur la question de comment aujourd'hui l'acteur politique fait l'action. Si on regarde en termes de valeurs, en termes de principes, mais aussi sur la question de comment, la question qu'on se pose, quelle est la place de la donnée probante dans cette valeur politique que nous avons au niveau de notre culture politique, mais aussi si on revient sur la question du comment, quelle est la place aujourd'hui que la donnée probante occupe dans cette place-là. Pour être prudent, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui les données ne sont pas utilisées dans le cadre de cette culture politique, mais aussi de cette pratique-là. Mais nous tous, nous savons que la place de la donnée, elle est minoritaire. Je pense que Fréjus le disait tout à l'heure, dans la décision politique, c'est tout un ensemble d'ingrédients, mais l'ingrédient aujourd'hui principal n'est pas la donnée. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui en termes d'efficacité politique, en termes d'avancement que nous avons obtenu au niveau de nos politiques? Je ne vais pas réorienter le débat, mais tous nous savons. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons ces initiatives-là, notamment ce forum, pour voir comment faire de sorte que nous ayons un agenda pour que la donnée probante ou les évidences occupent une place importante dans cet ingrédient global que le politique utilise pour prendre sa décision, mais aussi pour faire sa pratique politique. Et c'est dans cette perspective-là aussi que IPAR est né, pour à la fois accompagner la production de la donnée, mais aussi faire le plaidoyer de sorte que cette donnée-là soit utilisée. Parce que le fait de produire la donnée en est un des étapes de ce processus-là, mais je pense l'étape la plus difficile, c'est l'intégration de cette donnée-là. Et la dimension de l'intégration de cette donnée-là, elle se trouve peut-être à 2 à 3 piliers. Le pilier d'abord de l'acceptation de l'utilisation de cette donnée-là. Ça, c'est un des piliers sur lesquels peut-être nous pouvons faire l'axe d'intervention. Mais le deuxième pilier, c'est la question de comment on peut accepter
mais comment faire de sorte que cette donnée-là puisse être intégrée dans cet ingrédient-là, global. Et nos interventions visent plus ou moins ces piliers-là. D'abord, l'acceptation. Et dans cette acceptation-là, on est parti sur un peu une version commerciale, c'est-à-dire l'économie de l'utilisation de la donnée. Parce qu'en politique, la question est qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd en termes de se retenir au pouvoir ou d'être réélu pour le prochain mandat. Donc ça, c'est la formule mathématique du politique. Et maintenant, nous intervenons dans cette économie en essayant de montrer aux dirigeants, aux décideurs, l'économie de l'utilisation de cette donnée-là, à travers le plaidoyer et à travers d'autres actions. Mais aussi, l'autre pilier, c'est par rapport à la question du comment, notamment en termes de renforcement de capacité, de comment on traduit ces données-là, mais aussi comment on les intègre dans les processus politiques. Au niveau de IPAR, on a, pour vraiment cadrer ces piliers que j'ai essayé de définir, nous travaillons sur 3 axes. L'axe de recherche qui se trouve à être la production de la donnée. L'autre axe, c'est le dialogue politique et l'axe de formation. Dans le cadre de la production des données, c'est l'axe de recherche. Nous ne le faisons pas seul aussi. Nous essayons de faire une communauté autour de les thématiques sur lesquelles nous travaillons pour que la donnée soit disponible, mais disponible aussi sous un format qui est utilisable par rapport aux décideurs. L'autre aspect, c'est le dialogue politique. Et là, c'est un peu la stratégie pour atteindre le politique. Si je prends dans le cadre de l'agriculture, où vraiment se trouve être notre pilier principal, lorsque la donnée elle est produite à travers la recherche, ce n'est pas qu'il part directement vers le décideur, mais c'est comment organiser une force des acteurs. Et je prends le cas, on a le CNCR qui est dans la salle et certainement il pourra revenir pour appuyer cet aspect-là. Comment, à travers ces organisations qui ont aussi une force de décision par rapport au pouvoir, utiliser ces données-là, mener ce plaidoyer-là ensemble avec le IPAR pour que le politique puisse l'utiliser, parce qu'il y a une relation de force entre cette communauté-là, mais aussi par rapport à l'utilisateur. Ça, c'est un des véhicules que nous utilisons pour vraiment discuter les données, mais que les acteurs entreprenants au niveau de ce secteur dans lequel nous intervenons puissent prendre ce lead de plaidoyer et ramener ces données-là au niveau de... Et l'autre aspect, c'est par rapport au renforcement de capacité. Parce que j'avais dit que dans le cadre de l'utilisation des données, il y a d'abord l'acceptation, mais aussi la question de comment on doit utiliser ces données-là. Et on a aussi le pilier de renforcement de capacité des acteurs. Et je prends juste un cas pratique. On a pu accompagner l'Assemblée nationale, notamment les conseillers techniques, mais aussi les députés, à pouvoir utiliser les données probantes pour un peu challenger les ministres. Parce qu'on sait plus ou moins ce qui se passe dans nos assemblées, et plutôt dans nos assemblées nationaux, en termes de vote des lois qui sont plus des votes partisans par rapport au pouvoir ou bien des votes opposantes par rapport lorsqu'on est de l'autre côté. Mais souvent, le débat n'est pas animé dans le sens de challenger l'efficacité ou la pertinence du projet, mais plutôt le débat se trouve sur le camp de l'opposition à cela, sans pour autant étayer cette opposition-là par rapport à la donnée. On a eu un programme où on a eu quand même à former des députés à pouvoir utiliser la donnée pour pouvoir challenger cela. On a aussi un exemple récent, notamment sur la révision de la loi agro-silvopastorale, qui est partie de la mobilisation des données. Il y a un programme PSS avec l'appui de l'USAID où nous avons pu mobiliser des données et que cette mobilisation de données a plus ou moins déclenché le processus de révision de la loi, et ce qui a même fait que Cheikh Omar Ba, que je représente ici, est parti hier parce que dans le cadre de cette révision de cette loi-là, le ministre nous a confié
un peu en collaboration avec des acteurs comme le CNCR, de faire la concertation au niveau régional pour recueillir un peu les commentaires de toutes les parties prenantes qui doivent être transformées en une donnée probante, qui doit intégrer un peu l'élaboration de cette nouvelle loi. Donc voici plus ou moins les axes d'entrée, mais aussi les outils que nous utilisons pour pouvoir un peu. Mais je pense que ça reste toujours, je vais revenir à cette première question-là, quelle est la culture politique, mais aussi quelle est la pratique politique. Et je pense lorsqu'on mesure un peu plus ou moins le degré d'intégration de cette donnée-là, on connaît plus ou moins les défis auxquels nous faisons face. Mais heureusement aussi, il y a aujourd'hui des opportunités. Fréjus l'a dit dans son discours, et c'est par rapport à cette prise de conscience de l'importance de l'utilisation de ces données-là. Maintenant, la question principale reste dans cette marmite très changeante en termes de position politique, comment intégrer de manière durable dans ça. Et pour nous, l'axe, c'est vraiment de travailler avec les acteurs plus ou moins constants au niveau de l'écosystème de chaque thématique d'intervention au niveau développement. Donc, voici ce que je voulais partager pour ouvrir le débat. Comme vous l'avez dit, ça va être des discussions, mais c'est juste des bases de discussion, mais aussi des questionnements qui nous permettront de se projeter et certainement avoir des pistes de réflexion de comment changer cette culture-là, mais aussi changer ces pratiques au niveau politique. Merci. Merci grandement, Amadou, pour cette introduction. Ce que je retiens de son propos, c'est qu'en termes de stratégie, leur approche est basée sur la constitution de coalitions d'acteurs. En d'autres termes, c'est une approche qui se base sur l'offre qui vient de IPAR et non sur un décideur qui, de façon spontanée, se dit, puisque j'ai besoin de données, il faudrait que je cherche des experts qui peuvent m'aider. Et donc, la question que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce qu'on pourrait renforcer cette approche qui se base sur la demande. Autrement dit, que ce soit les utilisateurs qui viennent vers les experts de façon systématique, solliciter leur appui. Peut-être avant de prendre des interventions, je voudrais quand même apporter une nuance aux discussions que nous allons avoir, parce que vous aurez remarqué que le cadrage de la session est exclusivement en termes de politique publique. Mais il est clair que ce n'est pas seulement dans la prise de décision en matière d'affaires publiques qu'on a besoin de données probantes. Le secteur privé est également un grand consommateur de données. Mais ça, c'est un débat qu'on peut avoir un autre jour. Donc aujourd'hui, la question, c'est véritablement en termes de pratiques institutionnelles. Quels mécanismes nous pouvons suggérer pour amener les décideurs à recourir systématiquement aux données probantes? Bien sûr, cela suppose que ces données existent. La recherche a déjà été faite, une recherche de qualité. La question maintenant, c'est comment nous mobilisons les résultats de ces analyses-là. Je vois mon ami Jean-Cédric Kouam, qui est directeur de recherche à Kafou Policy Institute au Cameroun. On va peut-être commencer avec 3-4 interventions. OK. Bon, là, nous en avons. Le problème, c'est qu'il y a juste les hommes qui ont levé des mains. Bon, je vois une dame. Donc, permettez-moi de faire de la discrimination. Après Jean-Cédric, j'irai à madame. Je propose que nous commencions avec une première série de 3, dont Jean-Cédric, madame, et puis Rodrigue. Merci beaucoup de me passer la parole. Je suis Jean-Cédric Kouam, directeur. Alors, ok, merci beaucoup.
Voilà, je suis le docteur Jean-Cédric Kouam, directeur des affaires économiques au CAFO Policy Institute, qui est un think tank logé au sein de la fondation Denis Eleonora Forestier au Cameroun. Donc, nous partageons également l'idée selon laquelle les décisions de politique économique, politique publique doivent être fondées sur les données probantes, et nous avons engagé un certain nombre de concertations avec nos parties prenantes pour que les données probantes, pour que les recommandations soient fondées sur les données probantes. Je vais partager notre expérience, et notre expérience est beaucoup plus fondée sur le type de publication ou alors le type de document que nous envoyons aux décideurs. Généralement, nous voulons qu'ils prennent des décisions que nous avons, dont les résultats sont basés sur des données probantes, mais la qualité des publications que nous leur envoyons à ces décideurs-là n'est pas toujours adaptée à eux. Je m'explique. Généralement, nous savons que les décideurs publics n'ont pas assez de temps, c'est ce qu'on dit généralement, et on souhaiterait qu'entre deux réunions, ils aient le temps de parcourir nos recommandations. La première chose que nous avons fait, c'est que nous essayons de traduire les résultats de nos recherches en policy brief avec, pour qu'ils aient le temps déjà de parcourir ces documents-là. Pourquoi? Parce que quand c'est très long, on ne pense pas qu'ils auront le temps de lire. Donc, on traduit les résultats en policy brief pour pouvoir attirer déjà leur attention. Et ces policy briefs doivent être basés sur des cas concrets. Donc, présenter chaque fois des exemples tangibles et montrer que l'utilisation des données probantes a conduit à des résultats vraiment positifs. Et pour présenter ces résultats tangibles, il est important déjà de connaître l'objectif et la mission de ces décideurs-là. Pourquoi? Parce que il faudrait que ça captive son attention, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quels sont ses objectifs? Quel est son agenda, etc. Et on essaie de cibler à partir de là. Et il faudrait également, puisque nous sommes dans un contexte de minimisation des coûts et maximisation des profits, il faudrait lui montrer également dans ces exemples concrets-là que l'utilisation de données probantes lui permettra d'atteindre ses objectifs à moindre coût. À moindre coût. Donc, c'est très, très important. Autre chose que j'aimerais souligner ici, c'est quand bien même nous aurons utilisé un policy brief, il faut bien présenter les résultats, et nous pensons que la visualisation des données est très importante. Donc, il ne faudrait pas seulement donner des chiffres, mais aussi utiliser des graphiques qui peuvent facilement attirer son attention et les convaincre. Autre chose, c'est les partenariats avec les experts. En Afrique centrale, les décideurs publics se méfient encore des think tanks. Donc, nous pensons que pour pouvoir les convaincre, il faut associer peut-être des universitaires. Donc, je me réjouis par exemple de cette collaboration entre ACED et CAPEC. Bon, ce sont des choses qui convainquent les décideurs facilement. Donc, il faudrait peut-être créer des collaborations avec les universitaires pour pouvoir renforcer la crédibilité de nos publications, de nos policy briefs. Donc, je pense que c'est également un aspect que nous pouvons toucher pour convaincre les décideurs à intégrer les données probantes dans leur prise de décision. Autre chose, c'est insister sur les avantages économiques des politiques fondées sur les données probantes. Comment, je l'ai dit tantôt, comment est-ce que cela peut aider à réduire les coûts, améliorer l'efficacité et générer des bénéfices à long terme. Il est aussi très important, je l'ai dit tantôt, de connaître leur agenda. Donc, l'utilisation de données probantes doit être nous devons utiliser des études de cas locales. Les études de cas locales, c'est-à-dire utiliser pas les exemples qui viennent d'ailleurs, des cas pratiques de nos pays, pour qu'ils comprennent et pour qu'ils soient attirés, pour qu'ils soient convaincus. Autre chose, c'est un engagement continu. Nous avons suivi tout à l'heure le propos de notre frère de IPA. Ce n'est pas de coq à l'âne que on va obtenir les résultats. Il faudrait des réunions régulières, faciliter des réunions régulières, des ateliers pour informer et éduquer également ces décideurs-là de l'importance, la nécessité de l'utilisation des données probantes dans la prise de décision. Donc, voilà quelques aspects que j'ai bien voulu partager à partir de notre expérience au Cameroun. Merci. Merci beaucoup, Cédric. Ce que je retiens de ton intervention, c'est qu'en plus de la formation de coalition, il faut faire une espèce de marketing auprès des décideurs pour les amener à acheter les produits de la recherche. Et dans la stratégie de marketing, la présentation du produit est importante. Mais je retourne à la question. Parce que dans votre cas, lorsque vous faites le marketing auprès du ministre X, vous réussissez à le convaincre. OK, il achète vos données.
Mais lorsqu'on l'enlève, ça veut dire que vous devez recommencer le marketing auprès de celui qui est venu. Donc ma question demeure, comment est-ce qu'on fait pour que celui qui arrive après Monsieur X sache qu'il doit chercher auprès des experts la matière nécessaire pour sa prise de décision. Rodrigue? Oh, pardon. La dame juste à côté du caméraman. Par ici. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et merci aussi aux deux facilitateurs. Moi, j'ai une préoccupation. Comme l'a si bien introduit le premier intervenant, le premier facilitateur, par rapport à l'instabilité politique dans la sous-région. Comment est-ce que toujours la question du comment se pose à ce niveau? Parce qu'il y a des régimes militaires qui n'ont rien à voir avec les données probantes et il y a des indicateurs politiques aussi annoncés pour un discours populiste. Et les données probantes sont là, mais ils n'utilisent pas ces données-là. Parce qu'il y a un discours qui est là, le culte de la personnalité empêche à ces politiciens d'utiliser les données probantes dans le cadre pour l'intégrer dans nos politiques. Et nous avons constaté aussi, chaque fois qu'il y a un changement de régime, l'autre document de référence qui est le PDS, le plan de développement socio-économique, est vraiment remis en cause. Et c'est dans ce plan que se trouvent toutes les données probantes du pays. Et je me demande que nous sommes en perpétuel plaidoyer parce qu'il y a le changement des experts, il y a ce changement de direction et il y a même certains services qui sortent. On ne les retrouve plus dans la nomenclature de l'État. Donc, à ce niveau, il y a beaucoup de travail à faire pour les experts des pays qui sont vraiment en changement constant de régime d'exception. L'autre aspect aussi, j'aurais voulu aussi que les facilitateurs parlent. Depuis hier, on n'a pas beaucoup parlé des données probantes en temps de crise. Ça fait partie aussi de la gouvernance des données. En temps de crise, comment est-ce que les experts doivent être en contact direct? Parce que si tu prends le risque, on ne vous laisse même pas prendre le risque. Il y a des zones qui sont interdites même pour les nationaux. Donc, à ce niveau, et il y a des personnes là-bas qui sont dans des besoins spécifiques, qui ont des problèmes plus que ceux qui sont dans les entrées en sécurité. Donc, et nous avons ce problème-là et on doit y réfléchir par rapport à ça. Comment est-ce, monsieur le facilitateur, moi je n'ai pas la recette, mais je vous pose la question. Merci. Merci, madame. Madame pose deux questions. La première question, c'est celle des mécanismes de mobilisation des données probantes, dépendamment qu'on est dans des régimes démocratiques où on suppose qu'on suit les lois, et d'un autre côté, si on est dans des systèmes, entre guillemets, autoritaires, où quelqu'un se lève et dit on va à gauche, peu importe la loi. Donc ce serait intéressant que ce qui ressorte de notre session puisse apporter cette nuance. Quel type de mécanisme on met en place, on recommande si on est dans un contexte où les autorités suivent la loi? Quel type de mécanisme on suggère si on est dans des contextes entre guillemets autoritaires? Et la deuxième question que madame pose renvoie à la question de la production même de la donnée probante dans un contexte de fragilité ou d'insécurité. Merci madame. Fréjus? Ah, je t'appelle Fréjus. Rodrigue. Merci beaucoup, Flaubert et Amadou. Je vais commencer par la première question. La culture politique même de l'utilisation des données probantes. À mon entendement, la culture suppose des normes. Cela suppose quelque chose qui est légitime. Pas forcément légal, mais légitime quand même. De sorte que cela s'impose
à tout le monde sans qu'on ait besoin de jouer aux gendarmes ou aux policiers. C'est comme conduire à droite dans un pays ou conduire à gauche. Lorsque tu viens dans le pays, tu rentres dans le corset qui est mis en place. Il faut comprendre que mettre en place une telle culture, ce n'est pas du fast-food. Ça demande des investissements et ça demande de la patience. C'est ce que nous faisons. En même temps, là, je m'excuse, je sais qu'il y a des personnes plus captées en matière de politique publique ici, donc vous m'excusez pour mon inculture. Je pense que nos décideurs politiques ont la culture d'utilisation des données probantes. Pourquoi est-ce que je le dis? À ACED, nous définissons les données probantes dans son sens le plus large possible. Il n'y a pas que les données scientifiques. Les avis d'experts sont aussi considérés comme des données probantes. Peut-être de moindre valeur, l'étude scientifique, mais c'est quand même un début de données probantes. Je ne me trompe pas, j'espère. Et nos décideurs politiques sont toujours entourés par une armée de conseillers, de cabinets. On peut se poser des questions sur l'origine de ces cabinets, les intérêts qui sont derrière, mais ils ne décident pas seuls. Hein. On est tous d'accord sur ça. Donc, il faut qu'on comprenne, ils ont cette culture. Déjà. Et ça me permet de rebondir sur un autre aspect. Il ne faut pas aussi être naïf non plus. Il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de bonne décision. Il y a des décisions prises pour de mauvaises raisons et des décisions prises pour de bonnes raisons. Il ne faut pas surestimer non plus, mon collègue l'a dit tout à l'heure, la contribution des données probantes dans le processus de prise de décision. Il faut être conscient que le décideur politique a un système de réflexion qui gère les risques, contrairement à nos think tanks chercheurs qui maximisent les solutions. Du coup, lorsque vous allez voir un décideur politique et vous lui proposez une solution, un modèle qui marche parfaitement, vous êtes convaincu que c'est la meilleure solution. C'est logique, c'est rationnel. Mais lui, il n'est pas rationnel, lui gère les risques. Alors, comment est-ce qu'on présente la situation de manière à prendre en compte son système de réflexion qui est vraiment à l'opposé du système de réflexion des think tanks et des chercheurs? Ce n'est pas donné aux universitaires de le faire. Et je commence même à me demander si les universitaires ont été formés pour faire ce job. D'où l'intérêt d'avoir des intermédiaires qui comprennent au fait le langage des décideurs politiques. Il faut peut-être même qu'on commence par former dans nos universités des chercheurs qui ne sont pas là pour s'adresser à la communauté scientifique, mais qui peuvent s'adresser au fait aux décideurs politiques. On a des exemples de chercheurs capés qui ont quitté l'écosystème de la recherche, qui sont rentrés dans l'écosystème de la décision, mais ça n'a pas amélioré pour autant le processus. Et pour finir, j'aimerais aborder la question des défis et opportunités. Moi, je vois là une opportunité, c'est que les décideurs politiques, ils le font déjà. Ils ont compris. Et ils vont même jusqu'à payer pour cela. C'est une opportunité énorme. Le défi, c'est rendre l'écosystème habilitant. Parce que s'ils veulent le faire, il faut qu'on puisse mettre à leur disposition, et le premier intervenant l'a dit, des données de qualité. Et pas des données parcellaires non plus. Ensuite, il faut qu'on puisse travailler avec eux pour trouver les fenêtres d'opportunité au fait de ces données. Il ne faut pas produire les données par défaut et espérer qu'ils viennent utiliser. Il faut partir de leurs besoins, de leurs demandes, d'où l'intérêt d'avoir un agenda de recherche qui est vraiment orienté sur les besoins des décideurs politiques. Et donc, être sûr que ce qu'on produit comme données rentre dans un processus qui est en cours, dont l'utilisation donc est immédiate. C'est très important. Et puis, rester avec eux et derrière eux pour les aider à les utiliser. Parce que ce qu'on a compris dans cet exercice, c'est qu'une chose est de produire la bonne donnée, l'autre est de l'amener chez le décideur politique, et puis l'autre encore est qu'il l'utilise. Ce n'est pas toujours gagné d'avance, parce que comme je le dis encore, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte, et la pression électorale, les bailleurs de fonds et peut-être d'autres pressions géopolitiques que nous on ignore.
Donc voilà quelques éléments, peut-être encore plus de questionnements que de réponses. Merci. Merci grandement, Rodrigue, pour cette intervention. Je vois. Merci beaucoup. Rodrigue a dit beaucoup de choses, hein, et il a dit, à mon avis, l'essentiel. Mais je vais partager l'expérience du Bénin et mon expérience, puisque avant d'être directeur général des politiques de développement, j'ai beaucoup tourné dans la recherche. Je suis enseignant-chercheur. Et j'étais aussi de l'autre côté en disant, mais pourquoi on fait toutes ces recherches et ils ne les appliquent pas? Comment ils peuvent prendre des décisions qui sont contre-courant de la réflexion, qui ne sont pas rationnelles et autres? Mais une fois qu'on y met le pied, nous, ce qu'on n'intègre pas, comme il a dit, c'est les risques. Un politique a un agenda d'abord très court et il a les risques politiques et sociaux. Dès lors qu'il prend une décision qui est impopulaire, qui peut être même une bonne décision rationnelle, mais tout le monde est dans la rue et tout le monde gagne. Comment avoir le courage d'aller jusqu'au bout? Depuis 2016, au Bénin, nous avons fait une expérience qui a été... Bon, la Direction générale des politiques de développement, c'est le planificateur national. C'est un peu ce qu'ils appellent dans d'autres pays, direction de la planification et de l'économie, et ainsi de suite. Et donc, depuis 2016, on a ramené la planification au cœur du développement au Bénin. Et on a remis au goût du jour le système national de planification qui avait été déjà pensé depuis 1991, à 3 niveaux, la prospective, la stratégique et l'opérationnel. Il s'est avéré que pendant longtemps, on s'est plus préoccupé de l'opérationnel. Et même, c'est important de connaître ça pour que dans la production des données que nous voulons faire, qu'on fasse une série de ces données-là, lesquelles seront utilisées pour les décisions immédiates, lesquelles peuvent être utilisées pour des décisions prospectives sur 30 ans, 25 ans et ainsi de suite, et ceux qui sont pour les 10, 15, 20 prochaines années à venir au niveau stratégique. Et pour pouvoir, on a fait d'abord une expérience avec juste un guide d'élaboration des documents de politique et stratégie qui a permis d'imposer ça au niveau de l'administration et une méthodologie et aussi faire le contrôle de qualité, que la norme de qualité qui se fait au niveau de ma direction. Mais la méthodologie la plus préconisée, avant, les gens faisaient du faire-faire. Et on se rendait compte que dès lors qu'ils prennent un consultant, ils élaborent le document, ils s'approprient pas le document. Ils se disent, la Banque mondiale a élaboré ses documents, tel consultant a élaboré son document, mais c'est comme si ce n'est pas le leur en réalité, alors que les autres le sont venus qu'en appui. Et donc, on a pensé qu'il faut la stratégie mixte, c'est-à-dire mettre en place un comité qui concerne les parties prenantes et ils prennent maintenant un appui de personnes ressources. Mais à chaque phase du document, après le diagnostic et ainsi de suite, ils font des réunions d'enrichissement où eux-mêmes ils s'impliquent. Mais pour pouvoir faire le diagnostic, on préconise qu'il y ait des études thématiques. Et donc, ça appelle à la production des données probantes pour pouvoir nourrir le document dès le départ. Et l'autre chose, c'est de dire que chaque document qui arrive à fin doit être évalué avant son actualisation ou l'élaboration d'un nouveau document, que ce soit un programme, une stratégie, une politique, et j'en passe. Et donc, nous, par exemple, lorsqu'on reçoit l'anneau, la demande d'anneau pour pouvoir démarrer l'élaboration d'un document, on vérifie si ce document existait. S'il a existé, quelle est l'évaluation qui a été faite. Et si on n'a pas l'évaluation, on refuse. Et donc, au fur et à mesure, on s'est dit, bon, on a vu une bonne pratique qui est arrivée, mais comment faire pour pérenniser cette pratique? Et c'est ainsi que le Bénin a pris l'année dernière la loi cadre sur la planification et l'évaluation des documents de politique et des politiques publiques. Et cette loi cadre impose tout ce qu'on a dit. D'abord, il refixe le système national de la planification et impose l'évaluation de tous les documents et donne échéance pour que chacun document soit élaboré. Et donc, les décrets d'application qui ont été élaborés et qui vont être signés bientôt donnent comment mettre en place tout ça. Et nous avons mis en place ce qu'on appelle la planification, le Conseil national de la planification, qui concerne aussi bien des pratiquants de la planification et des personnes de l'administration, et le Conseil national de l'évaluation qui est pareil, des pratiquants et autres. Et ces conseils sont autonomes et ils font la norme de qualité et ils s'assurent que les différentes politiques et l'évaluation de ces documents sont faites. Et pour aller plus loin, nous avons entamé actuellement
les travaux que nous allons finir bientôt pour voir plus loin maintenant, Bénin 2060, qui est le document prospectif. Pourquoi 2060? En 2060, on aura un siècle d'indépendance. Bénin 2060 et la vision nationale. Et nous avons réussi à faire inclure que cette vision sera adoptée par une loi qui va être imposée à tous les régimes qui viennent. Et donc, bon, pour le moment, les gens disent une loi. Au début, on voulait même aller jusqu'à la constitutionnaliser. Mais vous saviez, les problèmes quand il s'agit de réviser la constitution dans nos pays, toutes les difficultés qu'on peut y avoir, mais au moins, c'est déjà une loi. Et cette vision a pris l'approche participative, la collecte des aspirations, des perceptions des populations. On a plein de focus group qu'on a fait, des collectes des données qui ont été conduites par l'UNSAID pour des enquêtes individuelles, des collectes en ligne pour permettre aux Béninois de l'extérieur d'y parvenir et de donner leur avis, et aussi au niveau national et tout. Bref, je dirais que la première des choses, c'est que ceux qui sont appelés à produire les données doivent pouvoir faire une série des différentes données qu'ils veulent produire, des données probantes, et voir d'abord la finalité avant même la méthodologie. Parce que l'erreur des chercheurs, c'est d'abord vouloir étudier une méthodologie, faire de la recherche pour la recherche. Mais parfois, on utilise des méthodologies hyper compliquées pour un résultat marginal qui ne peut même pas être utilisé par le décideur. Donc, si on décide de se mettre dans la recherche action, la recherche pour le décideur, il faut d'abord identifier les besoins. Se positionner selon les pans, si nous voulons des documents qui vont être utilisés de façon immédiate, sur le long terme et autres. Et après, faire le lobbying, prospecter, aller vers les autres et rendre les documents de recherche, les vulgariser, faire des policy briefs. Au niveau de la DGPD, on commande beaucoup de policy briefs et c'est sur la base de ces policy briefs qu'on aide le ministre et le chef de l'État à prendre certaines décisions. Et on voit que ces policy briefs qui sont très réguliers que nous faisons, notamment sur les questions de population développement, sur les questions de pauvreté, sur les questions de protection sociale et autres, c'est des policy briefs qui sont utilisés et ils sont demandeurs de ça. Et donc, dire que, comme il l'a dit, la demande est là. C'est la connexion qui doit se faire. Et comment cette connexion se fait? Il faut que c'est plutôt le côté chercheur qui doivent essayer de se mettre au niveau et qu'on laisse un peu de temps en temps nos manteaux de super héros dans la recherche pour se dire, je peux produire quelque chose qui est bon, mais qui n'arrange pas l'autre. Et si vous regardez aujourd'hui, par exemple, dans l'administration béninoise, il y a beaucoup d'universitaires. Il y a beaucoup d'universitaires. Moi, rien que le ministre d'État Abdoulaye Biochane, dans son équipe, on est plein d'universitaires. Et lui, par exemple, il a pris cette initiative de faire des partenariats avec des universités. Il y a un partenariat qui est en cours avec la SE, African School of Economics, pour la production des données probantes. Et quand l'INSTAD était sous nous, il y a eu un partenariat avec l'ENEAM, l'École nationale de management, d'administration, l'École nationale d'économie appliquée et de management. L'ancien INE, en réalité. C'est l'école qui fabrique les statisticiens et les planificateurs. Bref, c'est ce que je voudrais dire par là. On a besoin aussi de se positionner en renforcement de capacités permanentes des cadres décideurs dans l'administration. Et ça aussi, la demande est là, le besoin est là, et il y a vraiment un travail. Il y a eu beaucoup d'avancées par rapport au passé. Nous, on a espoir qu'avec la loi cadre sur la planification de développement et l'évaluation des politiques publiques, la culture de l'évaluation va être encore plus développée et la planification aura beaucoup plus stable pour éviter cette remise en cause perpétuelle que nous avons. Merci. Je pense que c'est vraiment une excellente intervention que nous avons eue là et un témoignage vibrant et vivant de l'expérience béninoise. Une question ou un défi que je vais lancer aux délégations des autres pays, c'est si la pratique est la même. Tout à l'heure, nous aurons la chance d'écouter monsieur le directeur de cabinet adjoint du ministère ivoirien de l'économie, qui pourra, n'est-ce pas, partager l'expérience ivoirienne. Mais en attendant, je voudrais que les prochains intervenants réagissent un peu à cette expérience béninoise qui, en fait, répond à la question que je posais.
comment est-ce qu'on fait pour éviter les situations où, si demain, c'est pas le président Talon qui est au pouvoir, est-ce que cette pratique va demeurer? Et la réponse qu'ils apportent, c'est par la loi. Une fois que c'est la loi, oui, on peut changer la loi, mais au moins la loi, c'est la loi. Donc, voilà une première piste. Et puis, un défi intéressant qui est lancé aux chercheurs. Vous avez du travail à faire. Ne pensez pas que vous savez tout. En face, peut-être les gens ne sont pas intéressés par ce que vous avez produit. Donc, comment vous assurer que ce que vous produisez répond à une demande? J'ai vu 1, 2, 3, on va y arriver. OK. Je commence par le monsieur du Sénégal. Puis on va... On va y arriver. Oui, allez-y. Merci, modérateur. Amadou, merci. Je m'appelle Mohamed Ba. Je suis là au nom de l'Association sénégalaise d'évaluation. Je suis là au nom de l'Association sénégalaise d'évaluation, Sénégal. Hein. Je suis du Sénégal, comme je le disais. Je voudrais parler de 2 secteurs, hein. Secteur État et secteur organisation professionnelle ou organisation communautaire. Concernant l'État, j'ai quitté l'administration en 90, mais pendant que j'y étais, il y avait dans les structures ministérielles ce qu'on appelait des secrétaires généraux. Ces secrétaires généraux, c'était les mémoires de chaque ministère. C'était des énarques qui étaient là, qui maîtrisaient les textes. Évidemment, ça bloquait. Hein, quand vous venez avec des choses qui ne passent pas, ça ne passe pas. Et je crois que là, c'est un réceptacle important. Je ne sais pas maintenant. Après ça, c'est effiloché, évidemment. Je crois que c'est un réceptacle assez important qu'on pourrait valoriser éventuellement par rapport à ces données probantes. S'ils sont dépositaires de ces données probantes, évidemment, ça pourrait perdurer. C'est-à-dire, ils sont stables. Le ministre peut partir avec son cabinet, mais le secrétaire général est là, il est là en permanence. Hein? Cette stabilité, ça fait que c'est une force que nous avons là. Ensuite, toujours au niveau ministériel, moi j'ai fait l'INEAD, l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation. C'est un institut de recherche en matière d'éducation. En 2 ans, nous avons pu faire passer énormément d'innovations pédagogiques dans le secteur de l'enseignement. Ce qu'on faisait par rapport donc à notre ministre, c'était Ibader Thiam en ce moment, c'est que pour chaque lettre, pour chaque note technique, en ce moment on ne parlait pas trop de notes conceptuelles ni de termes de référence, il y avait ce qu'on appelait un fond de dossier. On ne parlait pas non plus de données probantes, mais il y avait des arguments. Ces arguments, c'était les données probantes. Et évidemment, avec ce fond de dossier, comprenant ces arguments, on pouvait faire passer pas mal d'innovations pédagogiques. En 2 ans, donc, tout ce qui est formulation des objectifs, tout ce qui est outillage en matière d'évaluation, tout ce qui est procédure pédagogique, c'est passé en 2 ans et on a atteint le niveau national. Ça, c'est par rapport à l'État. Concernant maintenant les organisations, M. Amadou a parlé de renforcement de capacité, de formation. Nous faisons la différence entre formation et renforcement de capacité. La formation, ça se limite à l'individu et ça peut rester à l'État. Alors que dans le renforcement de capacité, on peut arriver à un nivellement par le haut. C'est-à-dire on agit sur 4 éléments. On parle de papillon, on parle de cercle concentrique. Il y a l'individu qu'il faut former, il y a l'appui organisationnel, il faut travailler sur ça, il y a l'appui institutionnel, tout ce qu'il faut apporter comme équipement et autres, mais il y a aussi l'écosystème. Donc si on travaille sur ces 4 éléments, sous forme de cercle concentrique, on peut faire un nivellement par le haut. Donc là aussi, je crois que c'est une opportunité par rapport aux données probantes pour pouvoir évidemment maintenir cela et procéder à la diffusion. Merci beaucoup. Merci grandement. Excellente contribution une fois de plus, qui m'a suggéré une réflexion, si vous permettez. Une question qu'on peut se poser. Lorsqu'on parle de prise de décision, est-ce que c'est seulement au niveau national? Est-ce qu'au niveau local, la question de l'utilisation des données probantes ne se pose pas également, ou ne devrait pas également se poser? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans le cas du Bénin, par exemple, on a compris, on veut passer par la loi. Dans le cas du Sénégal qu'on vient de suivre, la stratégie, c'était à travers les secrétaires généraux, qui sont beaucoup plus stables. Qu'est-ce qu'on fait si on descend au niveau communautaire?
Décidément, ils sont en avance. Hein. Il y a la nouvelle loi sur la décentralisation qui a séparé l'administration politique de l'administration administrative. Le rôle du maire n'est plus administratif, il est purement politique. Et donc, il y a eu des secrétaires exécutifs qui ont été nommés, qui sont sur des mandats de long terme, comme un peu les SGM. Et ils ont un contrat de performance. Et à ces secrétaires sont ajoutés ce qu'ils ont appelé les RDPL, les responsables de planification locale, et ainsi de suite. Donc, il y a aujourd'hui un transfert de compétences humaines au niveau des mairies, mais ces compétences humaines n'ont pas vocation à faire de la politique. Ils sont seulement purement techniques. Ça a commencé il y a 1 an plus ou moins. Il y a une des secrétaires exécutives qui est là, du Bénin, de la commune d'Agbo-Menkalavi. Elle peut en parler. Et ils ont des contrats précis avec des avantages qui les met à l'abri de trucs. Voilà. Bon, c'est une expérience qui commence. On va voir dans quelques... Parce que ça fait beaucoup de remous. Parce que le maire ne gère plus son budget. Donc, il ne peut plus dire il faut donner le marché à telle personne et ainsi de suite. Donc, son volet politique est un peu... le budget comme instrument politique est un peu limité aujourd'hui. Donc, c'est un peu... Il y a quelques remous, mais bon, c'est l'expérience du Bénin. Merci. D'accord. Merci infiniment, Dr Syriac. S'il vous plaît, avant qu'on continue, je voudrais qu'on clarifie. En termes de gestion du temps, on a un souci ou on est dans les délais? C'est bon. Bon, j'ai vérifié avec la grande dame, parce que vous savez, les dames, voilà. On peut continuer. OK, c'est bon. Mais ce côté est carrément en léthargie. Bon, puisque vous avez le micro, allez-y. Oui, on va aller comme ça. D'accord. D'accord. Donc, on va essayer de... Donc, ce que je suggère, c'est que nous essayons de nous limiter à peut-être 2 minutes maximum par intervention pour prendre le maximum possible. S'il vous plaît. Oui. C'est pour compléter, parce que quand la façon dont il a précisé le rôle des SE. Mais, madame, il y avait le micro. C'est peut-être déchargé. C'est peut-être pour enregistrer. Non, la partie communautaire qu'il me plaît d'ajouter, c'est que quand il a présenté comment on va vers la prospection, c'est que la nouvelle génération de plans de développement local, on a créé également un lien avec les documents nationaux. Actuellement, nous sommes en train de les générer et les SE, vous voyez, regardent la réalité communautaire. Donc, pour toutes les recherches qui ont un lien avec la réalité communautaire, mais pour être sûr que ce n'est pas déconnecté de la réalité nationale, les documents évoluent en termes de validation jusqu'au niveau national d'ailleurs, avec ces services, et un lien avec les sectoriels. Ça veut dire quoi? Que tu es au niveau local, il y a des priorités qui peuvent être un peu dérivées parce qu'il y a des spécificités. Tu dois en discuter avec les sectoriels pour être sûr que tu n'es pas en dehors des besoins de la communauté, mais tu dois également t'assurer que tu es en bonne intelligence avec les orientations nationales. J'avoue que c'est de l'exercice. Ça va être également évalué, mais c'est une chose que nous expérimentons et c'était vraiment bien d'insister dessus. Il n'y a pas du tout de déconnexion parce que tu es responsable au niveau local, mais tu crées le lien avec chaque sectoriel et les orientations nationales. Voilà ce que j'ai voulu ajouter. Merci. Merci grandement. C'est vraiment excellent. Je suggère que nous... puisque vous avez le micro, allez-y. Et comment on peut arracher la parole? Débrouillez-vous pour avoir le micro, même si...
Non, merci. Et malheureusement, je suis du Bénin, mais heureusement, je veux atténuer un peu les optimismes qui semblent émerger des propos du directeur général de politique publique. Optimisme déjà atténué un peu. Si vous avez bien écouté ce que M. Berinto vient de dire, vous faites l'identification des priorités au niveau local, mais vous vous assurez que c'est en concordance avec les priorités nationales. Dans cet exercice d'alignement des besoins locaux avec les options nationales qui ont été prises, on risque fatalement de faire quoi? D'instrumentaliser les données probantes. Ça veut dire pas utiliser les données probantes pour générer ce qui est à faire, mais les instrumentaliser pour qu'elles vous permettent de faire ce que vous voulez faire. Et c'est ça le processus de politique publique. Et de la normation, avec même jusqu'à l'inscrire dans la loi. Je parle en tant que chercheur, mais j'ai eu la chance d'avoir traversé pendant bien longtemps le développement local et ensuite l'administration publique au niveau élevé. Le processus de décision politique, il y a le problème, il y a des options qui tiennent donc compte des risques et du choix du décideur. Et ensuite, il peut regarder maintenant ses services techniques. Les services techniques vont se dépêcher de faire en sorte que le choix final soit validé. Est-ce qu'on n'a pas ce risque? Et ce risque est même indépendant des situations démocratiques ou populistes. Alors, ce risque étant réel, dans tout contexte, parce que le politique a son choix et ses contraintes et ses risques, il y a une architecture légale de construction de données probantes avec des policy briefs, avec les évaluations de politique. D'ailleurs, la façon dont nos États sont encadrés, c'est tel que il n'y a aucune décision qui ne puisse sortir sans être adossée à des données. Leur budget, ils ne sont pas libres dans la production de leur budget. Avec tout l'aéropage des bailleurs de fonds, il a toujours été nécessaire de soutenir les décisions par des données. Alors, on construit des données pour répondre aux choix qui ont été faits. Pour que cette culture d'utilisation de données probantes ne dérive pas dans tout contexte politique en culture d'instrumentalisation des données probantes, et en intégrant les logiques de la base, moi je crois que la solution c'est l'ouverture des espaces publics pour des débats publics. Qu'il y ait possibilité d'espace public, de débats publics, débats contradictoires sur tous les choix. Et donc, pour un chercheur qui travaille avec des organisations locales, comme disait mon ami sénégalais tout à l'heure, que puissent s'organiser des ateliers publics d'illustration des événements qui se produisent à l'issue des décisions publiques, quelles que soient les bonnes ou mauvaises raisons de ces décisions, que l'on puisse partager de manière publique comment est-ce que se manifestent les effets des actions qui sont passées. C'est ainsi, éventuellement, que progressivement, on commencera à s'appuyer sur des réalités pour prendre des décisions. Et ensuite, pour des entreprises, des unités locales, la chose se fait de la même façon, se passe de la même façon. Ça veut dire un agriculteur, un fermier, il a le problème sans s'appuyer sur une rationalisation scientifique, il a des soupçons de pistes sur la base d'expériences empiriques et puis il s'engage et après il commence à réajuster. Et donc, comme vous le disiez, les chercheurs, si on veut se rendre utile, il faut qu'on travaille à tous ces niveaux. Voilà, merci. Merci. Merci pour ce... J'ai volé le micro de ça, mais bon. D'accord. Juste pour veiller à ce que cela soit bien, entre guillemets, capturé dans les notes, le point crucial que je retiens de votre intervention, c'est la nécessité d'éviter une dérive vers l'instrumentalisation des données probantes, ça c'est d'un. Et deuxièmement, la nécessité de veiller à une approche participative, que ce soit en termes d'élaboration ou d'évaluation de ce qui a été fait. S'il vous plaît. Ok. Laissons-les bref pour qu'on puisse...
Ok, merci beaucoup. Moi, je pense que moi, je suis M. Zoué, consultant agricole. Moi, je dois essayer de sensibiliser les pays africains. C'est juste, nous devons les sensibiliser. Sinon, les données, c'est pas aujourd'hui qu'on en parle, depuis 1885, à la conférence de Berlin, où les grandes puissances ont décidé de coloniser l'Afrique. Mais chacun a pris l'Afrique sur les données. Si la France a décidé de coloniser la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils ont eu des données. Et ils ont pris le côté qui les arrange. Donc aujourd'hui, autour des bailleurs de fonds, nous devons comprendre que nos pays africains doivent accepter que vraiment les chercheurs, le travail qui est fait par les chercheurs doit être accepté. Parce que sans les données, on ne peut pas développer quelque chose. Et moi, ce que je dois suggérer, c'est de labelliser les données. Comme dans le monde agricole aujourd'hui, les produits sont vendus sur des labels. Pour que les données soient acceptées à des grands niveaux, il faut vraiment mettre un peu le label devant. Je pense que avec cela, certains chercheurs seront mieux écoutés et puis on peut faire confiance aussi à certaines richesses. Je suis une condition. Merci. D'accord. Merci grandement. Donc, les données, c'est le pouvoir et il faut veiller à la qualité des données pour être crédible. Oui. Allô? L'idéal de label pour des données utilisées, c'est des données certifiées effectivement donc pertinentes et intéressantes pour le politique. Mais comment le chercheur, le think tank ou bien l'organisation qui produit les données probantes s'assure que les données qu'elle veut produire sont pertinentes pour le politique? En réalité, on avait souvent pensé que la valorisation des données probantes devrait démarrer lorsqu'on a produit les données probantes. Mais la valorisation des données probantes, si elle veut être intégrée, doit être un processus qui démarre déjà dès la définition de la question de recherche. Et les anglophones trouvent très bien le thème adéquat en parlant de Integrated Knowledge Translation. C'est-à-dire un processus de valorisation de patrimoine de données probantes, c'est-à-dire doit normalement être un peu plus large. Et c'est particulièrement bizarre. On parle de Integrated Knowledge Translation, c'est-à-dire processus de valorisation de données probantes intégré, mais on dit que, en définition, c'est un processus de recherche qui intègre dès son départ les utilisateurs, notamment donc les politiques et les praticiens, qui vont faire usage plus tard des résultats. Donc, nous devons changer un peu le paradigme pour dire production de données et après la production, démarre la valorisation de données probantes. C'est vers là que je voudrais que nous puissions voir aussi les choses. Merci. D'accord. Merci pour cette intervention. Bon, nous allons prendre trois ici, passer à droite. Et ensuite, je voudrais quand même signaler que nous avons la présence de deux personnalités, à savoir le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'économie et puis le directeur de cabinet adjoint du ministère de la jeunesse. Donc, après les interventions, nous pourrons leur offrir l'opportunité de partager leurs perspectives. Vous ne pouvez pas arriver chez quelqu'un et puis parler tout seul, ça n'a pas de sens. Donc, oui, vous, ça ne cesse de s'augmenter. Merci bien, cher président de session. Moi, je suis Idrissa Ouimenga du CEDRES, le Centre économique de documentation et de recherche économique et sociale du Burkina Faso, qui relève de l'université Thomas Sankara. Donc, suite à votre préoccupation et avec toutes les interventions qui m'ont précédé, je voudrais revenir sur ce que vous avez demandé. Est-ce qu'il faut aller du côté de la demande ou de l'offre? Et comme certains qui m'ont précédé l'ont dit, je pense que la demande déjà, elle existe. La demande de la part du décideur existe bel et bien. Et je pense que toutes les décisions
que les décideurs prennent sont adossés vraiment sur l'exploitation vraiment de données probantes. Maintenant, c'est au niveau de l'offre que les think tanks et les différents producteurs de données, que sont nos centres de recherche, doivent travailler à améliorer la qualité. Maintenant, comment se faire désirer par le décideur pour être continuellement, disposé vraiment à offrir vraiment, à répondre à ses besoins. Il s'agit dans un premier temps, pour ce que je pense, de travailler toujours à améliorer la qualité, comme certains l'ont dit, à rendre nos données vraiment dans un langage qui soit toujours exploitable et dénué vraiment de toute influence. Et nous reconnaissons que souvent, les chercheurs que nous sommes, nous avons la fâcheuse prétention de savoir un peu tout, mais nous devons travailler vraiment à reconnaître que on évolue dans un monde où souvent la rationalité est limitée pour ceux qui sont dans le domaine de la recherche, alors que le décideur intervient dans un domaine où il a une rationalité beaucoup plus, je dirais, il est beaucoup plus optimal parce qu'il intègre ce que d'autres ont appelé les facteurs risques, il intègre certaines données que le chercheur n'a pas. Je partage juste une expérience au niveau du CEDRES pour terminer. Nous avons ce qu'on appelle la journée de vulgarisation des résultats de la recherche que nous organisons et que nous avons institutionnalisé, qui crée une passerelle entre les travaux de recherche qui sont faits de manière vraiment dénuée de toute influence externe et qui sont rendus accessibles et partagés avec les décideurs dans tous les secteurs pour leur permettre de s'appréhender, pour leur permettre d'appréhender vraiment du moins les résultats et de les exploiter à leur fin. Et nous avons travaillé à les institutionnaliser de sorte que le chercheur se fait toujours désirer dans toutes les décisions vraiment que le décideur aura à prendre. C'était juste ma contribution. Merci. Merci grandement. Là, et ensuite nous sautons. S'il vous plaît, juste là. Ok, merci beaucoup. Je voudrais dire que aucun régime, il faut que ce soit clair, hein, aucun régime, qu'il soit démocratique ou antidémocratique, ne veut le malheur de son peuple. Tous les régimes, qui soient arrivés par les urnes ou par d'autres méthodes, dans leur discours, promeuvent le développement de leur peuple, de leur nation. Donc ça veut dire que les décideurs veulent du développement. Et quel que soit le modèle de régime qui existe, les décisions qu'ils prennent, ils les fondent toujours sur des données. Que le régime soit démocratique ou pas. C'est sur des données qui portent toujours sur le pays. Et ça, les chercheurs doivent pouvoir comprendre cela et adopter des méthodes de flexibilité qui prennent en compte la vision du régime qui est là, ses aspirations de développement du peuple et de la nation, mais également intègre les outils de recherche pour aboutir à des modèles beaucoup plus flexibles. Je crois que c'est de ça qu'on a besoin. Si on peut se muer dans cette manière de faire, on va pouvoir susciter l'intérêt du décideur qui est là, quel que soit le modèle par lequel il est arrivé. C'est lorsqu'on veut rester dans sa peau de chercheur, entre griffes de donneur de leçons, ou également entre griffes de celui qui sait ce qui est bon pour le pays, sans tenir compte des contraintes du décideur, qui sont des contraintes des fois sues de tous, ou des contraintes beaucoup plus inconnues, mais qui déterminent à la fin la décision. Et donc, il est important qu'on puisse comprendre cela. Et dans une approche participative, je crois qu'on a parlé du marketing tout à l'heure, mais tenir compte également de où l'on veut aller. Lorsque le rythme change, la cadence change. Il faut en tenir compte. C'est des réalités qu'on n'apprend pas dans une école ou dans une université, mais c'est des réalités qui déterminent les choix politiques. Et c'est très important d'intégrer cela dans le processus de la recherche. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci grandement. Les interventions de plus en plus me suggèrent une autre question qui ressort souvent lorsqu'on interagit avec les chercheurs. Il semble se dégager juste ici qu'en réalité,
les décideurs, de façon quasi systématique, s'appuient sur des données probantes. La question, c'est est-ce que les chercheurs sont au courant que vous utilisez leurs résultats? Ce serait peut-être intéressant pour une autre fois. Bon, dernière, et puis on passe à droite, s'il vous plaît. Une minute pour laisser suffisamment de temps à monsieur le directeur de cabinet. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'était juste une petite contribution. Je suis Julien Zebiyogé du CADERT au Togo. Je suis vraiment très content des interventions que j'ai entendues ce matin et je voulais surtout apporter une réponse à la question initiale que vous aviez posée, qui est celle de savoir comment utiliser les données dans le champ politique. Comment faire pour que les politiques utilisent mieux les données. Et je remercie beaucoup le DG des politiques de développement du Bénin pour le point de vue qu'il a fait ressortir sur la nécessité d'avoir une vision nationale à long terme. C'est quelque chose qui nous manque dans nos pays. On ne peut pas, à un moment donné, ne pas planifier le développement sur le long terme, en interne, hein, pas avec les influences de X ou de Y, s'asseoir, savoir quels sont les secteurs qui sont prioritaires pour nous, quels sont les secteurs qui sont stratégiques pour nous, et à partir du moment où on a ces éléments-là, on peut savoir maintenant quelles sont les données qui peuvent nous permettre de pouvoir mettre en place des actions concrètes pour développer ces secteurs-là. Mais sans cette planification à long terme, ça veut dire qu'on laisse les autres planifier pour nous. Et à partir du moment où on laisse les autres planifier pour nous, ben, on est justement tributaire des données que les autres nous imposent au final, ou bien des données dont eux, ils ont besoin pour faire la planification de notre développement. Donc, c'est une invitation surtout aux politiques pour le renforcement de nos capacités vraiment en matière de planification, en matière de prospective, mais de planification du développement sur le long terme. Le deuxième point et la deuxième proposition que je voudrais faire, c'est aussi, il est important que les techniciens envahissent le champ politique. Il est important que les techniciens envahissent le champ politique. Cette réflexion me suggère un livre que j'ai lu récemment qui s'intitule « Les leçons du pouvoir » du président François Hollande, où dans le livre, on évoque un passage où il se met en opposition avec son administration économique et financière sur la politique fiscale de la France. Il n'était pas d'accord avec les propositions que Bercy lui faisait et il a fait une contre-proposition à sa propre administration. Mais pourquoi il l'a fait? Parce que lui-même, il avait la capacité, les compétences de compréhension des données probantes et il avait justement tout ce background-là qui lui permettait d'analyser ces données probantes. Aussi longtemps que dans nos pays, on aura toujours une dichotomie très forte entre d'une part les acteurs politiques et d'autre part les techniciens et d'autre part les chercheurs, on va toujours se retrouver dans une espèce de dialogue de sourds. Et enfin, je rejoins vraiment la proposition du professeur et de mon collègue Amadou. Hier, on en a discuté sur la nécessité de jouer sur les rapports de force. Parce que pour que les données soient aussi utilisées, il faudrait que dans le champ des politiques, les politiques comprennent ces données-là, les exploitent, mais il faudrait que les sociétés civiles, les populations même, aient aussi accès à ces données-là de manière à ce qu'on ait des débats publics. Je voudrais peut-être profiter pour partager une petite expérience de mon pays, le Gabon, mais il y a durant la dernière élection présidentielle, il y a une donnée qui a, je veux dire, mis en difficulté le camp présidentiel. C'était un rapport d'évaluation qui a montré que sur 105 promesses réalisées, sur 105 promesses faites, durant le septennat, il n'y en a que 12 qui ont été réalisées. Et le camp présidentiel n'avait jamais été confronté à une espèce de donnée probante comme ça, qui a été faite par un groupe d'évaluateurs indépendants qui l'a mis considérablement en difficulté. Donc, c'est aussi pour dire que ce débat-là, il est important qu'il soit de plus en plus d'actualité dans nos pays. Et le dernier élément, c'est aussi, au niveau de nos administrations, il est important que la direction des études dans les différents ministères ne soit vraiment plus le parent pauvre de ces ministères-là. Souvent, lorsqu'on arrive dans nos ministères, on va à la direction des études, c'est l'endroit où le climatiseur ne fonctionne pas, c'est l'endroit où il n'y a pas d'électricité, c'est l'endroit où il y a beaucoup de documents qui sont empilés. C'est un plaidoyer, vraiment pitié, que cette direction-là, qu'on puisse mettre un peu plus de moyens, aussi bien sur la qualité que sur la quantité, pour qu'on soit plus efficace. Merci. Merci grandement, c'est vraiment excellent. D'accord. Donc, 4 interventions sur la droite, et puis on passe au décideur. C'est bon, Rodrigue? D'accord. Puisque vous avez le micro, je voulais commencer par la dame, mais bon, allons-y. Ok. J'ai suivi quelqu'un d'autre. Hein. Avoir le micro, c'est avoir le pouvoir. Non, moi, je reviens sur quelques interventions, puisque je suis chercheur, professeur à l'université. J'ai l'impression dans le débat de tout à l'heure que on ne connaît pas nos systèmes universitaires. La première question que je me pose, qu'est-ce que l'État attend de nos universités? Est-ce que l'État va vers l'université pour se dire qu'il y a des compétences
qui peuvent nous permettre de prendre des décisions. Deuxième élément, que vaut la recherche dans nos systèmes universitaires? Quand nous prenons les budgets qui sont alloués à la recherche, mais ça ne sert à rien. Donc, le chercheur, qu'est-ce qu'il va faire? La première des choses, c'est sa carrière, puisque la recherche n'est pas une donnée importante pour le gouvernement et pour les gouvernants. Donc, ce qu'il va faire, il va produire ce qui peut lui permettre de passer ses grades. Et donc, quand on vient ici, on dit les chercheurs ne font pas ça, non. Il faut rentrer dans ce que nous appelons un système national d'innovation, où, dans ce système, la part du chercheur et de l'université est clairement définie. Sinon, si on appelle les universitaires, on leur donne les moyens, mais ce que les autres font ailleurs pour que l'université devienne un espace de décision, ben, il faut aussi mettre les moyens. Au lieu de toujours dire les chercheurs, ils font des recherches, ils écrivent dans des thèmes qui sont entre eux. Non, c'est pas un entre-soi. Mais c'est parce que la société n'a pas encore défini dans nos pays ce qu'elle attend de l'université. Merci. Excellent. Bonne préparation pour la prochaine session sur les questions de financement. Madame? Ok, merci. Bon, moi, je ne vais pas être très longue. C'est juste, nous avons aussi cette politique par rapport à le fait, comment utiliser les données probantes au niveau de la base. Par exemple, au Mali, je suis du Mali, il y a aussi, comme au Sénégal, les secrétaires généraux au niveau des ministères, qui sont aussi les mémoires au niveau des ministères. Et plus en profondeur au niveau régional, il y a les conseils régionaux. Et aussi, ce sont les mémoires au niveau régional. Alors, au niveau de la préfecture, il y avait les conseils de cercle, mais qui ont été supprimés, mais remplacés par les secrétaires généraux, aussi qui sont la mémoire au niveau préfecture. Chez nous, on appelle cercle. Donc, vous voyez, c'est de cette manière que les données probantes peuvent être utilisées de la base au sommet, ou bien, je ne sais pas, du sommet à la base. Dans le contexte des pays qui sont en crise ou qui sont appelés non démocratiques, et comment approcher les décideurs afin qu'ils puissent vraiment utiliser les données probantes sans être menacés ou autre. Donc, je partage l'expérience de notre coalition. Nous sommes au sein d'une coalition qu'on appelle coalition citoyenne pour l'observation citoyenne des élections au Mali. Et aussi, nous procédons aussi à l'observation des politiques publiques au Mali. Donc, lors des assises nationales de la refondation, pendant la période transitoire, et aussi le dialogue national inclusif, donc nous avons procédé à l'observation de ces mécanismes-là. Et pour savoir le taux de participation des Maliens de la base jusqu'au sommet, au niveau de ces différents mécanismes. Et nous avons produit un rapport avec un travail de recherche que nous avons fait, la coalition a eu à faire, que nous avons envoyé au niveau des autorités. Surtout au Mali, il y a une institution qu'on appelle Autorité indépendante de gestion. C'est comme la CENI en Côte d'Ivoire ici, qui a été remplacée. C'était la CENI au Mali, mais qui a été supprimée. Maintenant, c'est l'Autorité indépendante des élections au Mali. Donc, qui est totalement indépendante, qui est chargée uniquement de tout ce qui est élection et autres. Donc, nous avons communiqué, nous avons produit un rapport et nous avons organisé un communiqué de presse pour vraiment présenter les résultats de nos travaux de recherche. Bon, finalement, notre présidente a été interpellée par cette autorité pour dire que, vraiment, il fallait, comment vous avez communiqué sans nous informer, c'est pas, voilà. Donc, au risque de ne pas avoir des soucis, donc, nous avons passé, elle a passé par une communication. Donc, c'est-à-dire que dans le contexte d'insécurité ou bien de coup d'État, il faut passer par une communication permanente avec les autorités pour les faire comprendre, parce que on est arrivé à une conclusion où on a demandé à ce qu'il y ait un point focal au niveau de cette autorité, quand même, qui pourrait être un relais entre, par exemple, les organisations de la société civile et cette autorité pour pouvoir vraiment influencer ou bien apporter des recommandations
claire et précise pour vraiment... Donc, c'est cet exemple que je voulais donner. Il y a la communication et aussi vraiment demander qu'il y ait quand même un relais entre ces autorités et les... Merci. D'accord. Malheureusement, il nous reste à peine 7 minutes. Je peux? Je vais donner 1 minute aux 2 derniers et puis les 5 minutes restantes à nos responsables politiques publiques ivoiriennes. Merci, monsieur le modérateur. Moi, vraiment 1 minute, s'il vous plaît. D'accord. Je vais essayer d'aller vite. C'est Sadio Kanouté du Sénégal. Je voulais juste renforcer un peu ce que mon collègue M. Ba avait dit. Pour le cas du Sénégal, je pense que les décideurs n'ont pas ce problème d'utiliser les données au niveau des chercheurs. Il suffit juste de passer par la bonne porte, comme il l'a tantôt dit, au niveau des secrétaires généraux. Par exemple, pour notre cas, nous avons le mécanisme national en matière de politique genre au niveau du pays et nous travaillons en parfaite collaboration avec les chercheurs. On a le cas de l'IPAR, le cas de CREFAT. D'ailleurs, pour l'IPAR, nous avons accompagné l'IPAR dans le cadre d'un projet Femmes et Foncier et les données ont été utilisées. Et aussi pour le cas de CREFAT, lors de la COVID, il y a eu un travail qui a été fait avec eux dans le cadre de l'impact de la COVID sur les femmes. Un document qui a servi de plaidoyer au niveau de l'État pour impulser l'aide apportée aux femmes dans le cadre de ces crises. Donc, c'est des cas d'exemple que je voulais partager et dire que nous n'avons pas pratiquement ce problème avec les chercheurs. Il suffit juste que le partenariat soit noué et que la démarche soit participative et collégiale. Merci. Excellent. Merci grandement. Bon, je vais peut-être utiliser mon pouvoir exécutif pour pouvoir me retourner vers les personnalités. Autrement, nous Bon, madame, ne donnez plus le micro. Vous nous mettez en difficulté. J'ai le micro. Oui, allez-y. Malheureusement, on a 1 minute. Il serait concis et précis. Je suis ivoirien, c'est M. Digbé. Je voudrais me poser la question, entre les données probantes dont il est question, qui est véritablement le véritable bénéficiaire? Est-ce le décideur ou est-ce la population, le peuple? Si la démocratisation se fonctionne à l'état passif, il est bien évident que ces données-là ne seront pas utilisées au profit du peuple ou de la population en tant que telle. Mais la forme de cette démocratie, lorsque elle est à l'état active, il va falloir que la participation du peuple, du citoyen, sera véritablement mise en exergue. Donc, cette participation-là, elle serait véritablement inclusive, de telle sorte que le décideur, sachant qu'il est redevable vis-à-vis de la population, il serait obligé, il serait dans l'obligation d'utiliser ces données probantes-là. Parce que ces données probantes-là, c'est en droit de l'homme, ce sont des avantages aussi. Donc, si on veut définir la notion de droit de l'homme, ce sont les avantages qui sont rattachés à l'être humain de sa naissance jusqu'à sa mort. Les données probantes là sont des éléments constitutifs en matière de démocratie, en matière de développement durable. Si effectivement le peuple, la démocratie ou les décideurs qui ont demandé une partie de leur pouvoir au peuple constituant et en rêvant ils sont redevables, si effectivement ils sont conscients de cette redevabilité, ils pourront utiliser ces données probables au compte de ce peuple-là. Je vous remercie. Merci grandement. Sur cette note, nous allons conclure avec nos 2 représentants officiels. J'ai le plaisir d'accueillir, n'est-ce pas, le professeur Kwaku, Clément, qui avant d'être, n'est-ce pas, directeur de cabinet adjoint, est avant tout un universitaire, exactement comme le docteur Syriac au Bénin. Donc, professeur Kwaku, s'il vous plaît, si vous pouvez nous partager la perspective sur le plan national en Côte d'Ivoire, l'approche de recours systématique aux données probantes pour la planification, l'évaluation et la prise de décision, finalement. Ok. Merci beaucoup, docteur
Biocop Flaubert de passer de l'autre côté. Bon, je voudrais d'abord présenter les excuses de Madame le ministre qui avait promis être là pour partager l'expérience de la Côte d'Ivoire dans la gouvernance des statistiques et des données probantes. Elle a eu une contrainte de dernière heure, donc elle avait demandé au DICAB de venir. Le DICAB aussi était coincé dans les embouteillages. Donc c'est ainsi que je suis là pour essayer de donner un peu l'expérience de la Côte d'Ivoire dans la gestion des données probantes. Bon, avant tout propos, je voudrais saluer ici et remercier les partenaires qui nous soutiennent dans la conduite de notre politique de développement. Je veux parler de l'ambassade du Canada. Le directeur m'a dit qu'il est l'ambassadeur représenté par le deuxième secrétaire à l'ambassade, que je voudrais saluer. Je voudrais également saluer le directeur exécutif du Centre africain pour le développement équitable, de même que mon ami Flaubert, docteur Flaubert, directeur des programmes du CRDI. Comme il le disait tout à l'heure, avant d'être directeur de cabinet, je le suis toujours, je suis enseignant-chercheur et j'ai bénéficié également de l'appui du CRDI dans le cadre des recherches que nous avons réalisées à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc je profite du micro pour lui dire merci pour l'appui et dire merci pour tous les efforts que fait le CRDI pour soutenir la recherche dans les universités en Afrique. Bon, alors, parlant des données probantes, je voudrais indiquer que depuis 2011, la Côte d'Ivoire a renoué avec la planification stratégique en repositionnant sa politique afin de s'adosser sur une politique efficace basée sur des données probantes. D'accord. Et dans ce cadre, la Côte d'Ivoire s'est engagée à institutionnaliser ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques. Bien sûr, pour évaluer les politiques, il faut des données probantes. Alors, cela s'est matérialisé par l'inscription de l'évaluation dans notre Constitution. La Constitution du 8 novembre 2016, à son article 93. Donc, l'évaluation est inscrite dans la Constitution ivoirienne. Et au-delà de ça, il y a eu une loi, la loi 2022-966 du 14 décembre 2022, relative à l'évaluation des politiques. Cette loi a été adoptée par les deux chambres de du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et pour permettre de disposer des données probantes, il y a eu des réformes majeures, d'accord, et ces réformes ont abouti à la dissolution de l'Institut national de la statistique et la création de l'Agence nationale de la statistique, avec d'autres système de gouvernance. On a créé également l'Autorité nationale de la statistique publique, le Fonds de développement de la statistique pour pouvoir soutenir la collecte des données probantes, mais aussi soutenir les carrières professionnelles des statisticiens qui sont un peu déficitaires dans nos pays en développement. Mais au-delà de tout ça, il faut indiquer que depuis un moment quand même, la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre à la disposition des utilisateurs potentiels des données, voilà, des bases consistantes. Voilà, vous avez tout dernièrement le recensement. En plus de cela, des enquêtes sont réalisées régulièrement, des enquêtes harmonisées des conditions de vie des ménages.
vous avez les enquêtes emploi. Avant, comme on le disait, je suis enseignant-chercheur, je suis spécialisé sur les questions d'emploi. Et je peux vous assurer qu'il fut un moment où pour faire des études consistantes sur les questions d'emploi, c'était difficile. Il n'y avait pas de base de données adéquates. Il y en a, mais ce ne sont pas des bases adéquates. Mais aujourd'hui, chaque 2 ans, voilà, on réalise des enquêtes sur l'emploi en Côte d'Ivoire. Chaque 2 ans. Bon, peut-être il peut y avoir des retards, mais au moins depuis 2012, il y a eu l'enquête emploi en 2012, en 2014, en 2016, en 2017, en 2019, et puis en 2021. Donc, c'est vraiment des efforts que fait le gouvernement pour que les enseignants-chercheurs, les utilisateurs potentiels, mais pour qu'on puisse comprendre le fonctionnement du marché du travail. Et dans le cadre de l'opération de la loi sur l'évaluation des politiques publiques, un mémorandum de dialogue stratégique entre la République du Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement a été signé en 2023. Voilà, c'est une seconde phase. Il y a eu une première phase. Et comme on le disait, bon, l'enseignement, la recherche, compte tenu des moyens insuffisants au niveau de la recherche, l'Agence française de développement, mais aussi le CRDI, ont mis en place un système pour rendre la recherche digeste. Rendre la recherche digeste, c'est-à-dire que la recherche ne doit plus rester dans les bibliothèques. Et pour cela, le CRDI, dont vous-même, docteur Flaubert, vous financez des recherches où les administrations sont directement associées. D'accord? Voilà. Et dans le cadre du dialogue, du mémorandum de dialogue stratégique, beaucoup d'études ont été réalisées, financées par l'Agence française de développement et mettant en relation les chercheurs et les structures qui doivent utiliser potentiellement ces données, c'est-à-dire les structures bénéficiaires. Ça peut être l'agence emploi jeune, ça peut être le ministère des Finances, ça peut être le ministère de l'Agriculture, de sorte que à la fin de cette étude, les résultats puissent être directement utilisés par l'administration publique qui en a besoin pour peaufiner un peu sa décision. Au-delà de tout ça, des ateliers thématiques sont également organisés par le ministère de l'économie, du plan et du développement avec l'appui de JUPAL, Abdul Latif Jamel Poverty Action Lab, et IPA, de l'action contre la pauvreté, d'accord. Donc, et bien sûr, dans ce cadre, le prix Nobel Esther Duflo est venu plus de 2 fois en Côte d'Ivoire pour soutenir ce mécanisme-là. Et puis, avec l'NCA, il a été mis en place une cohorte, d'accord, de cadres nationaux qui ont été formés sur les questions d'évaluation. J'avais présidé, il y a 2 semaines de cela, la remise des certificats de ces cadres nationaux qui ont été formés sur les questions d'évaluation. Comme on l'a dit, c'est inscrit dans la Constitution pour que les cadres comprennent l'enjeu de l'évaluation, l'opérationnalisation de l'évaluation, et puis, bien sûr, pourquoi mener des études et comment mener des études d'évaluation. La deuxième cohorte, a démarré sa formation. D'accord, je crois qu'il y aura 3 cohortes, etc., etc. Donc ça, c'est avec JUPAL et IPA. D'accord. La société civile n'a pas été oubliée. D'accord. Et dans ce cadre, je pense que hier mercredi, une conférence a été organisée afin de mettre en place un réseau de journalistes pour promouvoir l'évaluation. D'accord. Ce qui aidera à générer des données probantes pour l'évaluation et à soutenir le plaidoyer pour la prise en compte des recommandations issues des évaluations. Donc, voilà un peu résumé les actions que mène le gouvernement à travers le ministère de l'économie, du plan et du développement pour la gouvernance des données, pour mettre en place des données probantes, d'accord, au profit des chercheurs, des centres de recherche, mais aussi de tous les utilisateurs potentiels.
Et nous comprenons que pour prendre une bonne décision, il faut des indicateurs fiables. Bon, il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers mois sur des indicateurs. Cela montre la pertinence d'avoir des données consistantes. Et je pense que le gouvernement en est conscient, le ministère de l'économie, du plan et du développement en est conscient, et les services sont à l'œuvre pour mettre à la disposition des utilisateurs potentiels des données probantes afin d'avoir des études de qualité, afin d'avoir des indicateurs de qualité et afin de faire une bonne planification et une bonne programmation des projets et programmes de développement. Voilà un peu ce que je peux dire sur les actions du gouvernement ou l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de collecte de gouvernance des données probables. Merci grandement, Monsieur le directeur de cabinet. Et c'est vraiment avec toutes nos excuses que nous allons devoir clore cette session avec quasiment 10 minutes de retard. Pas besoin de synthétiser. Je pense que nous avons fait un effort de... Bon, nous allons donner 2 minutes à Monsieur le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Jeunesse. Directeur des études voilà, de la statistique. Désolé. Okay, merci. Vous voyez ce que la pression populaire peut faire. Merci beaucoup. Moi, je me nomme Adebo Djaïssa. Je suis le directeur des études des statistiques de suivi et évaluation au niveau du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Donc, avant tout propos, comme monsieur le directeur de cabinet adjoint l'a dit, on a présenté les excuses de monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, qui avait bien voulu participer à ce forum et qui avait également désigné son directeur de cabinet, mais qui, pour des contraintes de dernière minute, n'a pas pu se rendre disponible. Donc, relativement à la thématique qui est abordée durant ce forum, sur ce point, le professeur Kwaku Clément a très bien dépeint la situation sur la politique en matière de gestion des données probantes, des données issues de la recherche. Donc, je vais pas être très long, mais je vais juste partager l'expérience du ministère en termes de collaboration. Donc, vous voyez, au niveau du ministère, les documents de stratégie, à partir de la politique nationale de développement, plusieurs documents de stratégie sont élaborés. Notamment, il y a la politique nationale de la jeunesse, il y a la stratégie nationale d'insertion et d'emploi des jeunes, il y a le plan stratégique de développement de l'agence emploi jeunes, et le plus récent, c'est le programme social, le programme jeunesse du gouvernement. Pour pouvoir élaborer tous ces documents de stratégie, les premiers éléments, les premiers outils qui sont utilisés, ce sont les documents issus des études d'évaluation. Donc, vous remarquerez que dans les propositions qui sont faites, dans les différents rapports, les références aux différentes études s'y trouvent. Ce qui veut dire que l'utilisation des données probantes est au cœur de la politique en matière d'utilisation des données de recherche. De manière pratique, nous avons une forte synergie d'action avec les centres de recherche, que ce soit le CREMID, au travers des études qui ont été réalisées, qui ont été mises à la disposition du ministère et qui ont été aussi intégrées dans la pratique. Il y a également des études qui sont commanditées par le ministère. Une étude qui a permis même une redéfinition d'un programme comme l'évaluation d'une formation au passeport pour l'emploi, qui était un programme de formation qui était mis en œuvre à l'initial. Et aujourd'hui, vous voyez que ça a été reconverti en programme de formation, de requalification et de reconversion. Et c'est l'utilisation de ces résultats-là qui ont permis d'obtenir cela. Aujourd'hui, nous avons eu plusieurs opérations d'agir, mais il y a eu aussi une évaluation qui a permis de pouvoir accentuer ces opérations-là. L'opération Agir pour les jeunes, phase 1, a fait l'objet d'une évaluation, à la suite de laquelle il a été recommandé de pouvoir poursuivre cette initiative-là. Donc, c'est pour dire que l'utilisation des données probantes est au cœur
vraiment de la politique en matière de données. À côté de cela, nous travaillons en parfaite collaboration avec les étudiants même qui font de la recherche. Parce que régulièrement, c'est au moins 10 demandes d'accès aux données et d'appui qui sont formulées à l'endroit du ministère par les étudiants. Donc, c'est pour vous dire que il y a une forte synergie d'action. Et au niveau du ministère, il y a une bonne politique en matière de gestion de données. Nous constituons des bases de données qui permettent de pouvoir réaliser des études spécifiques. Et nous avons aussi des thématiques en termes d'études à réaliser que nous programmons. Mais malheureusement, ce sont des thématiques où il faut forcément utiliser la procédure d'accès à ces études-là, donc des procédures de passation de marché. Donc, on peut se dire que pour certaines structures de recherche, ça peut être des procédures beaucoup plus complexes. Mais lorsqu'il s'agit d'études spécifiques qui nécessitent des recherches approfondies, en ce moment, les centres de recherche sont directement impliqués dans ces études-là. Donc, je ne vais pas être trop long. Ce sont les différents les informations que j'avais bien voulu partager avec vous. Je suis disponible s'il y a d'éventuelles questions. Merci. Donc, sur ce, nous arrivons au terme de cette session. Une fois de plus, merci grandement pour votre patience, votre compréhension et votre participation. Et merci à nos deux cadres pour leur arrivée malgré les contraintes et puis la sollicitation des dernières minutes. Une fois de plus, merci.